Donc, Éric Gaussier, c'est un docteur en informatique. Il est actuellement directeur de l'Institut MIAI, donc d'intelligence artificielle à Grenoble. Il a dirigé le LIG avant cela. Et j'ai appris donc que vous aviez commencé chez Xerox, c'est ça, en 96, au centre de recherche européen. Et donc, les sujets de recherche d'Éric, c'est donc le traitement automatique des langues, la recherche d'informations et évidemment l'apprentissage automatique. Éric, à toi. Merci Hervé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on m'avait demandé d'intervenir pour parler d'intelligence artificielle, un petit peu de l'Institut d'intelligence artificielle, donc j'avais accepté avec plaisir. Puis ensuite, Hervé m'a dit « Ah non, il faut aussi que tu parles d'informatique quantique ». Donc, j'ai accepté aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse et puis parce que je voulais faire un petit peu le point là-dessus. Mais je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un expert en informatique quantique. Je n'ai pas non plus commencé en 96 à Xerox, mais en 90 au centre scientifique d'IBM, puisque j'ai fait une thèse à cet endroit-là, en fait. Voilà, donc finalement, ce que je voudrais, c'est vous parler. Très bien. C'est vous parler un petit peu d'intelligence artificielle et d'informatique quantique. Je ne suis pas sûr que ça marche, la zapette. Ah, très bien, voilà. Donc, mon plan va être... ma présentation sera en 3 parties. Je vous dirai quelques mots sur l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle grenoblois. Ensuite, je parlerai d'informatique quantique et d'IA, et en particulier d'apprentissage automatique, de machine learning. Et puis, enfin, je conclurai. Transparent suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, le suivant encore. Voilà, donc, contrairement à ce qu'a dit Yannick Neuder ce matin, en fait, il y a eu 4 instituts interdisciplinaires en intelligence artificielle qui ont été créés en France. Un à Paris-Centre, un à Nice, un à Grenoble et un à Toulouse. Ce sont des instituts qui rassemblent des partenaires publics. Donc, voici un petit peu les partenaires publics que nous rassemblons à Grenoble. Donc, vous voyez qu'il y a l'ensemble des partenaires publics du site à peu près. Et puis, la liste des partenaires privés, industriels. Alors, elle n'est pas tout à fait à jour. Il y a eu quelques petits changements, mais ça vous donne une idée. On a environ 60 partenaires industriels dans cet institut. Et puis... Peut-être que je peux utiliser les flèches, en fait. Mais avec quelle? Ben, ça ne marche pas, en fait. Si. Non, ça ne marche pas, non. Merci. OK, donc, quelles sont les missions de ces instituts? Nous avons quatre grandes missions. Une première mission qui est une mission de recherche et développement en intelligence artificielle, avec le but de développer des recherches à la fois fondamentales et appliquées en IA, de rang mondial. La majorité de ces recherches sont conduites avec des partenaires industriels. Une volonté de formation avec l'objectif de doubler le nombre de personnes formées à l'IA sur le site grenoblois. Et quand on parle de personnes, on parle d'étudiants, mais aussi de professionnels, voire de citoyens. Une action d'innovation en IA avec la volonté de soutenir le développement de l'IA au sein des entreprises partenaires et de créer des startups, de nouveaux acteurs industriels sur ce domaine-là. Et enfin, une mission d'interaction et de discussion avec la société sur les problématiques IA. Donc, notre institut est structuré en 2 grands thèmes. Un thème qui est l'IA du futur, un deuxième thème qui est l'IA pour les humains et l'environnement. Sur le premier... Merci. Si vous avez juste le pointeur, ça m'intéresse en fait. Non plus. OK, donc sur le premier thème, IA du futur, on a 3 axes qui sont un petit peu des axes assez standards de l'IA, qui sont tout d'abord l'apprentissage et le raisonnement, ensuite la perception et l'interaction. Donc, apprentissage et raisonnement, je reviendrai un petit peu sur l'apprentissage, mais je pense que les gens voient bien ce que c'est. Perception et interaction, c'est tout ce qui touche à la vision par ordinateur, à la robotique, au traitement automatique des langues et de la parole. Et on a un axe qui est un petit peu particulier au site grenoblois, qui est un axe sur les architectures matérielles et embarquées pour l'IA, qui s'appuie sur des partenaires historiques du site, comme le CEA, et puis plus récemment comme ST Microelectronics ou d'autres laboratoires. Sur l'axe IA pour les humains et l'environnement, on s'intéresse à l'IA et la société, avec en particulier la volonté d'avoir le regard de collègues des sciences humaines et sociales sur l'IA. Donc on a des sociologues, des juristes, des philosophes qui vont s'intéresser au cadre juridique, au cadre éthique, et puis aux conditions d'acceptabilité et d'acceptation de l'IA. On a un axe santé assez fort, avec la volonté de développer des solutions IA pour la médecine. Un axe environnement et énergie, où on s'intéresse entre autres à la prédiction de propagation d'ondes sismiques, et puis à l'optimisation de grilles énergétiques et électriques. Et enfin, un axe autour de l'industrie 4.0.
Bon, je vais passer peut-être un peu plus vite. Ah ben ça aussi c'est coincé maintenant. Je pense que la clé là. Merci. Non, toujours pas. Puis alors là, ça a l'air coincé complètement. Non, c'est bon. En termes de formation, donc ce que je vous disais, c'est qu'on a la volonté de doubler le nombre de personnes formées à l'IA. Autrement dit, on a créé de nouveaux cours en IA. On a également créé des labels, c'est-à-dire essayer de structurer notre offre et d'identifier toutes les UE qui pouvaient avoir trait à l'IA et donner lieu à un label de type formation en IA, cœur IA ou formation en IA, application de l'IA. Et puis, il y a un certain nombre de cycles courts qui sont développés. Et puis, enfin, en termes d'innovation, transfert et de partenariat, on devient un petit peu un point de contact privilégié pour les sociétés qui sont intéressées par l'IA, mais on reste vraiment très au contact de toutes les solutions existantes sur le site. Nous ne nous substituons pas à ces solutions-là, en particulier en ce qui concerne les instituts Carnot, la SATT, le Carnot INRIA, les incubateurs étudiants, etc. Voilà, donc c'était un petit peu l'introduction que je voulais vous faire de manière générale sur notre institut. Je vais maintenant passer à quelque chose qui vous intéresse certainement un peu plus, qui concerne les liens entre l'IA et l'informatique quantique. Alors, on a parlé d'inspiration quantique pour des algorithmes classiques par le passé, et du coup, effectivement, on retrouve également cet aspect-là dans les liens entre l'informatique quantique et l'IA. Et du coup, une première question qu'on peut considérer, c'est savoir si le formalisme quantique est un cadre fécond pour diverses applications. Donc là, on reste dans le monde classique. Ensuite, je m'intéresserai à l'informatique quantique en tant qu'accélérateur de l'IA, et c'est là qu'il y a le plus de travaux et que le cadre est le plus fécond. Et je laisserai de côté l'utilisation de l'IA en mécanique quantique. Donc l'IA peut être utilisée pour d'autres aspects, mais là, on s'intéresse vraiment aux aspects informatique quantique et IA, et on va le voir en particulier sur le deuxième point. Donc, restons dans le monde classique avec une inspiration quantique. Donc, l'idée, là, c'est d'essayer d'utiliser soit des idées inspirées du cadre quantique, soit des idées inspirées d'algorithmes quantiques pour résoudre des problèmes, pour trouver de nouveaux modèles éventuellement, pour résoudre des tâches de recherche d'information, par exemple. Donc, une tâche de recherche d'information, c'est typiquement où vous avez une requête, vous avez une collection qui contient des centaines de milliers, voire des millions de documents. Et le but du jeu, c'est d'essayer de trouver la requête, les documents qui sont pertinents pour cette requête-là. Cette opération-là, elle passe par différents aspects. On peut faire de l'apprentissage dessus. Mais in fine, ça revient simplement à calculer un produit scalaire entre une certaine représentation de la requête et une certaine représentation des documents. Alors, bien sûr, ce calcul de produit scalaire doit être très efficace, au sens où on ne peut pas se permettre de calculer ce produit scalaire entre la requête et tous les documents, mais in fine, c'est vraiment un calcul de produit scalaire. Alors, bien sûr, il y a ces étapes de représentation qui peuvent être assez complexes derrière, mais le but, c'est cela. Du coup, évidemment, certaines personnes se sont penchées sur la possibilité d'utiliser le formalisme quantique pour réaliser ces opérations de calcul, et en particulier pour représenter ce qu'on appelle les différents aspects d'une requête. En général, quand vous avez une requête un peu complexe, vous avez différents aspects qui sont couverts par la requête, et un document ne peut n'être pertinent que sur certains de ces aspects-là. Et du coup, c'est assez difficile de calculer un score de pertinence qui puisse un peu être décliné sur les différents aspects, sachant que ces aspects ne sont pas des choses forcément connues. Donc, le formalisme quantique a essayé, plusieurs travaux, pendant plusieurs années, ont essayé d'exploiter le formalisme quantique pour répondre à cette question-là. Finalement, avec un constat d'échec à la fin de ces quelques années, et je commenterai un petit peu là-dessus. Il y a eu des tentatives un peu similaires dans le traitement automatique des langues, en particulier, par exemple, pour essayer de formaliser, d'utiliser un formalisme logique quantique pour formaliser la négation et la disjonction de vecteurs de mots. Donc, un cadre assez fécond à l'heure actuelle en traitement automatique des langues, c'est de représenter chaque mot par des vecteurs. Et ensuite, on peut essayer de faire des opérations de type traitement automatique des langues, donc c'est-à-dire essayer de construire une sémantique pour certaines opérations, ici la négation, la disjonction, de construire une sémantique pour des compositions de fonctions et de construire une sémantique pour des ensembles de mots et des phrases, et puis éventuellement des documents. Donc là aussi, il y a eu des tentatives pour exploiter le formalisme quantique. Certaines de ces tentatives sont même assez récentes.
Mais là non plus, il n'y a pas eu de percée majeure en exploitant ce genre de cadre. Une des raisons, à mon avis, pour cela, c'est que, bon, certes, le formalisme est intéressant, mais c'est un formalisme qui est assez contraint aussi. Il y a d'autres formalismes mathématiques qui ont été exploités pour résoudre ces tâches-là et qui ont d'autres propriétés tout aussi intéressantes, enfin, qui sont, pardon, pas tout aussi, mais qui sont même plus pertinentes et plus intéressantes pour les tâches en question. Et les analogies quantiques qui sont données dans ces tâches-là avec les objets qui sont considérés comme des requêtes ou des documents sont relativement faibles et finalement pas très convaincantes. Donc, je pense que c'est une voie qui continue à être explorée, mais ce n'est pas une voie qui est la plus féconde à l'heure actuelle. Une voie qui est un peu plus féconde, c'est effectivement essayer d'utiliser l'informatique quantique en tant qu'accélérateur, et en particulier en tant qu'accélérateur de problématiques d'apprentissage automatique. Les personnes qui s'intéressent essentiellement à ces travaux-là sont des gens qui sont issus de l'informatique quantique, et c'est des gens qui se disent, OK, on a aussi un besoin de montrer l'intérêt de l'informatique quantique. Il y a beaucoup d'applications qui sont développées autour de l'intelligence artificielle, et donc il y a certaines raisons de penser que certaines de ces applications-là, en particulier autour de l'apprentissage automatique, peuvent être abordées par des problématiques, peuvent être formalisées dans le cadre quantique de façon assez efficace. Du coup, on est un peu à la recherche de ce qu'on appelle d'une application phare, killer application, pour montrer aussi l'intérêt de l'informatique quantique. Et le Graal, bien sûr, c'est une accélération exponentielle de O de n à log de n, et pas seulement quadratique de O de n à racine de n. Je montre juste ici la courbe rouge correspond à racine de n, la courbe bleue à log de n. Et en fait, il y a effectivement un gap qualitatif important entre ces deux courbes. Il n'existe pas de constante réelle telle que racine de n est plus petit que c fois log de n pour tout n de constante c. Donc, il y a vraiment un gap qualitatif là-dessus. Et c'est un petit peu l'objectif que poursuivent les gens. Pardon. Alors, donc on va s'intéresser là à l'apprentissage supervisé. Et en fait, je voulais faire un petit détour sur l'apprentissage supervisé pour vous introduire quelques notions fondamentales de l'apprentissage supervisé que je vais reprendre un tout petit peu dans mes conclusions. L'apprentissage supervisé, c'est un cadre dans lequel on observe des entrées que j'appelle X ici, et des sorties associées Y. Donc, ça peut être par exemple une phrase française X et sa traduction anglaise Y. Ça peut être un ensemble de mesures faites sur un liquide et puis une qualification de ce liquide. Vous pouvez imaginer beaucoup de choses derrière ces X et ces Y. Donc, en général, on considère que ce sont des vecteurs. Et ce qu'on observe, donc, c'est un certain nombre de X et de Y, un nombre fini. On ne sait pas quelle est la fonction qui permet de passer de X à Y. On observe simplement cette donnée d'entrée, cette donnée de sortie. Et le but de l'apprentissage automatique, ça va être de construire une fonction qui va essayer de se rapprocher de la fonction réelle qui permet de passer de X à Y. D'accord ? Mais là, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que n'importe quel programme d'apprentissage automatique a à sa disposition une certaine famille de fonctions. Et différents algorithmes, différents modèles d'apprentissage automatique vont avoir à leur disposition des familles différentes de fonctions. Autrement dit, suivant le modèle que vous allez choisir, vous choisirez une famille de fonctions différentes et la fonction que vous allez sélectionner, elle sera sélectionnée dans cette famille, elle sera différente d'un modèle à l'autre. Ça passe. Ah, pardon. OK, alors comment est-ce qu'on veut sélectionner cette fonction-là ? La meilleure fonction qu'on puisse sélectionner, c'est celle qui va minimiser les erreurs qu'on va commettre sur l'ensemble des entrées-sorties possibles. D'accord ? Donc, c'est cette espérance mathématique que j'ai écrite en haut. Donc, on aimerait trouver la fonction qui minimise les erreurs sur toutes les entrées et sorties possibles. Cette fonction-là, on ne sait pas la calculer, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la distribution de probabilité sous-jacente aux données en général. Ce qu'on connaît, c'est simplement les données qu'on a pu observer. Et donc, une façon de simplifier un peu le problème, c'est de dire, finalement, je vais essayer de trouver ma fonction f qui minimise l'erreur sur les données que j'observe. D'accord ? Ça se justifie assez facilement avec ce genre de considération. Si je fais tant de nombre d'exemples vers l'infini, le risque empirique, donc la fonction qui minimise les erreurs sur l'ensemble d'apprentissage que j'observe, c'est la même que la fonction qui minimise l'erreur sur toutes les données possibles. D'accord ? Donc, finalement, essayer de minimiser ce risque empirique, c'est une bonne chose. Il se trouve qu'en pratique, on n'est jamais en données infinies.
on est toujours en données finies, et qu'on a plutôt un comportement de ce type-là. Vous voyez ici l'erreur commise par les fonctions sur l'ensemble d'apprentissage. Et là, l'axe des X, c'est simplement une mesure de la complexité d'un modèle, une faible complexité, une grande complexité. Et ici, l'erreur commise sur un ensemble de données qui n'a pas été observé par l'algorithme. Mais vous voyez qu'en fait, si on prend des fonctions qui sont de faible complexité, en général, elles ne sont pas très adaptées au problème que l'on a. Et donc, on a une grande erreur. Mais qu'en considérant des fonctions de plus en plus complexes, je minimise certes mon erreur, mais au bout d'un certain temps, je m'adapte un peu trop aux données d'apprentissage. Je deviens complètement adapté à l'ensemble que j'ai observé et plus à la généralité des données. Autrement dit, il y a un compromis à trouver entre minimiser l'erreur empirique et ne pas considérer des fonctions trop complexes, au risque de faire sinon ce qu'on appelle du surapprentissage. D'accord ? Donc finalement, tous les problèmes d'apprentissage se résolvent en fait, conduisent en fait à un problème d'optimisation de ce type-là, c'est-à-dire qu'on va chercher la fonction f dans notre famille de fonctions qui minimise le risque empirique, les erreurs commises sur l'ensemble d'apprentissage, ainsi qu'un terme de complexité, de façon à ne pas trouver des fonctions trop complexes. Eric, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'il vous reste 5 minutes pour terminer votre présentation. Très bien. OK, donc ça, c'est la forme finale qu'on obtient, sachant que je voudrais insister ici sur le fait qu'il y a beaucoup de connaissances qui peuvent être mises dans ce terme de régularisation, qui est parfois omis par les gens, alors qu'il a une importance cruciale, comme je viens de vous l'illustrer. OK, le dernier point que j'aimerais mettre en avant, c'est un point très important, parce que je pense que c'est ce qui permet un petit peu de mieux comprendre ce qui se passe en termes d'apprentissage au niveau de l'informatique quantique, c'est le fait que ce que je vous disais, c'est que chaque modèle a accès à un certain type de famille de fonctions. En fait, on va avoir deux grands types de familles de fonctions. On peut avoir des familles de fonctions qui sont relativement simples, auquel cas, il y a peu de chances que la fonction réelle se retrouve dans cette famille de fonctions, mais il est très facile de trouver une bonne solution, entre modulo cet écart à la fonction réelle, une bonne solution dans la famille de fonctions. Donc, c'est ce qu'on appelle ici l'erreur d'estimation, c'est-à-dire que je suis capable de trouver la fonction la plus proche dans ma famille de fonctions de la fonction réelle. En revanche, ma famille de fonctions peut être relativement loin de ma fonction réelle. Et puis, on a des familles de fonctions qui sont beaucoup plus complexes, extrêmement riches, comme par exemple des approximateurs universels, c'est-à-dire des familles de fonctions qui sont capables d'approcher à peu près n'importe quel type de fonction, ou en tout cas des fonctions qui ont certaines propriétés de différenciabilité. Donc, si j'ai une famille de fonctions plus riche, je vais forcément me rapprocher de la fonction réelle, ce qui est très intéressant. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'identifier la fonction, une bonne fonction au sein de cette famille de fonctions. Et c'est exactement ce qui se passe sur les 20 dernières décennies. En fait, cette dichotomie, on la retrouve sur les 20 dernières décennies de l'apprentissage automatique, où début des années 90 jusqu'à la fin des années 2010, on s'intéressait à des familles de fonctions relativement pauvres, qui étaient les support vector machines, les séparateurs à vaste marge. Et bien sûr, il y avait des travaux sur d'autres types de fonctions. Et puis, mais le paradigme dominant, c'était celui-là. Et depuis les années 2010, en fait, depuis les années 2012, depuis les réseaux de neurones profonds, on est sur un tout autre paradigme qui est celui d'une famille de fonctions riches, donc qui minimise l'erreur d'approximation, mais pour lesquelles il est plus difficile d'extraire la bonne fonction. Alors, j'en viens maintenant à la comparaison assez rapide sur les algorithmes quantiques. Donc, il y a eu des algorithmes de classification essentiellement fondés sur les distances. Et du coup, là, on a des accélérations quadratiques sur l'estimation des distances. D'accord ? Donc, ça, ce sont des résultats assez vieux. Toujours sur les algorithmes fondés sur des problèmes de recherche. Donc, c'est l'algorithme de Grover, en Go, qui a été évoqué ce matin par Olivier Ezrati. Donc là, on a des résolutions de problèmes SAT, c'est-à-dire pour une formule logique donnée, existe-t-il une assignation des variables qui rendent la formule vraie ? C'est typiquement pour résoudre des problèmes de Sudoku de cette façon-là. On a également une accélération quadratique. De la recherche de collision, on cherche des fonctions. On a deux fonctions différentes. On veut sur un ensemble à n éléments, on veut savoir combien on a de collisions sur ces fonctions-là. On a une accélération de n à n2 tiers. Sur la recherche de triangles dans des graphes, une accélération de n à n5 quarts. Et puis sur l'évaluation de formules booléennes de n0,753 à n0,5. Donc vous voyez qu'on a des accélérations qui sont très variables. Ici, à chaque fois, vous avez la paire en bleu, les couleurs correspondent aux paires classiques quantiques associées. Mais je voudrais insister quand même sur le fait qu'il y a des accélérations qui ne sont pas
ridicule du tout. Et que même si on n'est pas dans l'exponentiel tel que voulu, les accélérations quadratiques de ce type-là peuvent être très intéressantes en pratique. Alors plus récemment, il y a eu des algorithmes, l'exploitation de l'algorithme HHL qui a été aussi mentionné par Olivier ce matin. Et là, on a réussi à montrer des accélérations exponentielles sous certaines conditions qui ne sont pas toujours réalistes et avec des applications au système de recommandation et aux séparateurs à vaste marge dont je vous parlais. On reste quand même dans le cadre modèle relativement simple, un petit peu modèle essentiellement linéaire. Et c'est aussi le cas des machines de Boltzmann restreintes, en fait. Modèle relativement simple, et puis donc erreur d'approximation qui peut être importante, erreur d'estimation qui est très faible. Donc d'autres accélérations exponentielles, analyse en composantes principales, moindre carré, qui est quand même une technologie très utilisée. Donc ça, c'est un résultat qui est vraiment très intéressant. Les machines de Boltzmann, en parlait, c'est un petit peu des réseaux de neurones simplifiés, entre guillemets. Et je voudrais juste mentionner cette référence qui cite un certain nombre d'accélérations qu'on peut avoir et qui fait un état de l'art assez conséquent là-dessus, qui date de 2018. Alors j'en viens à mon dernier slide avant la conclusion. Qu'en est-il des réseaux de neurones profonds ? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les réseaux de neurones profonds, on est vraiment dans le cadre modèle de famille de fonctions extrêmement riche. Ce sont des approximateurs universels. Par contre, il est extrêmement difficile de trouver une très bonne solution. D'accord ? Alors là, il y a des essais et il y a toute une littérature qui commence à s'intéresser à cela, de gens du quantique qui s'intéressent à cela, avec malgré tout un certain nombre de limitations. C'est que beaucoup de ces travaux-là ont du mal à sortir du cadre complètement linéaire. Or, la force de ces réseaux-là, ce sont des réseaux extrêmement simples. En fait, on a effectivement une fonction linéaire qui permet de passer de ce vecteur à 3 dimensions à ce vecteur à 4 dimensions, puis à ce vecteur à 3 dimensions. Donc, on a une transformation linéaire, mais qui est suivie de non-linéarité. C'est-à-dire qu'on applique une fonction non linéaire sur chacune des dimensions du vecteur de sortie ici, et puis pareil pour l'étape suivante, etc. Et sans ces non-linéarités, on perd complètement la richesse de la famille de fonctions. Donc, il y a beaucoup de travaux dans le cadre quantique qui s'intéressent à ces réseaux de neurones, mais en faisant l'hypothèse quand même de fonctions linéaires. On ne tient pas compte des non-linéarités. C'est un problème qui, je crois, a été résolu depuis peu. Et puis, il y a un autre problème, c'est l'apprentissage des poids. L'apprentissage des poids, deux problèmes qui sont liés à cet apprentissage-là, c'est le type de fonction de coût qu'on considère. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'en gros, on va essayer de compter le nombre d'erreurs qu'on commet sur l'ensemble d'apprentissage, mais compter le nombre d'erreurs, ça peut être fait de façon très différente. Et puis, il y a ce terme de complexité en plus. Et il y a beaucoup d'intelligence et de connaissances a priori qui peuvent être injectées dans ce genre de fonctions. Là, à l'heure actuelle, les fonctions de coût qui sont considérées dans le monde quantique, ce sont des fonctions de fidélité qui ne sont pas forcément les plus adaptées aux problèmes qu'on veut avoir. Donc, il y a aussi ce problème-là. Et puis ensuite, un problème d'apprentissage des poids qui a été résolu pour les fonctions de fidélité. Donc, beaucoup de travaux dans ce domaine-là, beaucoup de travaux qui sont en partie déficients, mais des pistes certainement prometteuses pour la suite. Voilà, donc je voudrais juste conclure et en vous donnant deux autres références. Donc, une première référence, c'est celle d'une vidéo de Ioannis Kerenidis, qui est un chercheur très actif en France sur ce domaine-là, et qui finalement, un titre d'un de ses slides, c'est « Reasons for Optimism » avec « Optimism barré », en disant, bon, finalement, je ne suis peut-être pas aussi optimiste que ce que je l'étais, et donc des raisons pour continuer de travailler là-dessus. Moi, je ne serais pas aussi... Je trouve que les résultats qui ont déjà été obtenus sont assez encourageants. Et du coup, c'est un domaine très actif. Certes, c'est certainement plus difficile que prévu. Les domaines abordés sont des domaines plutôt linéaires, et on aimerait bien aborder des domaines non linéaires, fortement non linéaires, comme les réseaux de neurones, et là, les difficultés sont un peu supérieures. Et puis, une autre vidéo de Miklos Santa qui est assez intéressante, qui est un peu plus ancienne, de mai 2018. Et le titre de sa vidéo, alors en fait le titre est en français, mais en anglais, mais il le donne en français, c'est « Un ordinateur, pourquoi faire ?» où il se pose la question de trouver justement une application un peu phare là-dessus, et l'apprentissage automatique est au cœur de cela. Voilà, je vais l'arrêter là pour Merci beaucoup, Eric.